Jeanne s'immobilise devant un puits effondré où un lynx squelettique, prisonnier, la fixe avec un mélange de détresse et de rage. Elle ne soupçonne pas encore que ce face-à-face va déclencher une suite d'événements capables de bouleverser chaque certitude qu'elle possède. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de dire en commentaire d'où dans le monde vous nous regardez. C'est parti. La brume matinale enveloppait encore les sapins, tandis qu'une ancienne route forestière serpentait dans une vallée reculée du massif du Jura. Soudain, un bruit étrange attira l'attention de Jeanne, garde forestière passionnée de faune sauvage. Elle s'arrêta net, fronçant les sourcils. Un miaulement rauque, presque imperceptible, semblait provenir de sous la terre. Que pouvait-il bien se cacher dans l'ombre de ces pierres écroulées, vestiges d'un autre temps? Sans le savoir, Jeanne venait de découvrir un mystère qui allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur les lynx, ces félins insaisissables, dont la silhouette élégante arpente discrètement les forêts d'Europe, redoutées. Avant de poursuivre, prenons un instant pour partager cette histoire et soutenir notre communauté passionnée de la nature. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner, car c'est grâce à vous que ces récits captivants continuent de vivre. Revenons à Jeanne, qui, prenant son courage à deux mains, s'approcha lentement de la source du bruit. Sous les herbes folles, elle découvrit l'ouverture d'un vieux puits en pierre moussue. Les abords délabrés semblaient cacher un abîme sombre. Pourtant, ce qu'elle entendait, ce grondement discret mêlé de plaintes, résonnait comme un appel à l'aide à ignorer. Elle ne pouvait reculer. Armée d'une lampe frontale, Jeanne s'agenouilla près de la margelle effondrée. Elle plongea son regard dans les ténèbres, le cœur battant à tout rompre. À plusieurs mètres de profondeur, elle distingua deux yeux brillants écarquillés par la peur. Un lynx, maigre et affaibli, se tenait là, prisonnier d'un piège invisible. Comment ce félin solitaire avait-il pu atterrir dans ce gouffre ancestral? Était-il tombé par hasard, ou cherchait-il désespérément une cachette? Les pattes tremblantes, l'animal émit un sifflement plaintif, rappel cruel de sa détresse. La décision de Jeanne fut immédiate. Il fallait agir, et vite. Sans tarder, vraiment. En contactant le poste de surveillance local, Jeanne espérait obtenir rapidement un renfort. Malheureusement, les lignes étaient mauvaises et le temps pressait. L'idée de laisser ce lynx livré à lui-même dans un puits humide et glacial la tourmentait. Elle se souvenait des dossiers indiquant la rareté de l'espèce dans la région, autrefois décimée par la chasse et le braconnage. Abandonner ce félin à son sort, c'était condamner un maillon précieux de l'écosystème. Elle vérifia la solidité d'une vieille échelle de corde, vestige d'un âge révolu, puis fixa un mousqueton. Qu'importe le danger, elle devait descendre. Le temps jouait contre elle. Ses bottes glissèrent sur la paroi humide tandis qu'elle s'engageait dans l'obscurité. L'odeur de terre mouillée et de moisissure l'enveloppait. Au fond, le lynx la regardait avec autant de méfiance que d'espoir, car la faim avait déjà marqué ses flancs. Jeanne murmura des paroles apaisantes, consciente que l'animal pouvait la blesser d'un coup de patte s'il se sentait acculé. Doucement, elle déroula un filet de sauvetage, dans l'espoir de l'attirer sans déclencher sa fureur. La respiration courte, elle se rapprocha, le cœur serré. Un faux pas, et tous deux risquaient de s'enfoncer plus profondément encore dans ce piège mortel ensemble. Alors qu'elle progressait pas à pas, un rayon de lumière révéla l'état lamentable du félin. Ses côtes saillaient sous sa fourrure terne, et ses yeux exprimaient une détresse indescriptible. Jeanne songea que ce lynx avait probablement passé des jours, voire des semaines, dans ce trou infâme. Avait-il chassé un petit rongeur jusque-là? Ou peut-être poursuivait-il un chemin de fuite, traqué par un prédateur plus grand? Les questions se bousculaient dans son esprit. Elle tendit une main hésitante, sentant la corde de l'échelle se tendre. Le félin retroussa ses babines, montrant ses crocs, un avertissement ultime.
La tension montait. Déterminée, Jeanne s'immobilisa un instant, laissant l'animal s'habituer à sa présence. Son objectif était clair, éviter toute panique. Doucement, elle approcha le filet, tentant de contourner le félin pour lui offrir une voie de secours. Le lynx hésita, les oreilles plaquées contre son crâne, prêt à bondir. Puis, d'un mouvement brusque, il recula contre la paroi, son regard affolé se posant sur cette humaine audacieuse. Jeanne sentit son propre souffle se suspendre. Chaque seconde devenait décisive. Dans cette obscurité oppressante, un lien fugace semblait néanmoins se tisser, comme si la survie de chacun dépendait de l'autre. Le sort s'inversait. Au prix d'un effort surhumain, Jeanne parvint à poser le filet autour du lynx, l'enserrant avec précaution. L'animal se débattit un instant, griffant la corde et poussant un feulement rauque. Loin de se décourager, Jeanne maintint sa prise, consciente qu'une blessure pourrait s'avérer fatale pour eux deux. Pas à pas, elle l'entraîna vers la base de l'échelle. Le lynx, épuisé, finit par relâcher la tension. Leurs respirations se mêlèrent dans l'atmosphère confinée du puits. Au-dessus, la lumière du jour paraissait si lointaine. Pourtant, l'espoir renaissait à mesure qu'elle hissait ce fauve décharné hors de son cauchemar, presque irréel. Un miracle? Une fois à l'air libre, Jeanne s'agenouilla sur la mousse détrempée, tenant le filet avec douceur. Le lynx, vidé de ses forces, respirait difficilement, son flanc se soulevant à peine. Elle s'empressa d'ouvrir sa gourde et laissa couler quelques gouttes d'eau près de la gueule desséchée du félin. Dans un sursaut de volonté, l'animal lapa cette source inespérée. Des larmes de soulagement brouillèrent la vue de Jeanne. Jamais elle n'aurait cru se retrouver ainsi, à partager un instant aussi fragile avec un prédateur sauvage. Pourtant, l'instinct de survie ne faisait plus qu'un, liant leur destin de manière inattendue et profonde. La nouvelle se répandit rapidement parmi les villageois lorsque Jeanne rentra, le lynx amorphe enveloppé dans une couverture improvisée. Personne ne s'attendait à ce qu'un tel événement surgisse dans ces contrées silencieuses. Pourtant, la surprise ne faisait que commencer. Tandis que le vétérinaire local examinait l'animal, il découvrit une ancienne cicatrice, signe qu'il avait peut-être déjà survécu à un piège illégal. Comment un lynx aussi résilient avait-il pu se retrouver à l'article de la mort dans ce puits abandonné? La rumeur parla bientôt de miracles, de dettes mystérieuses entre l'homme et la nature. Et ce n'était qu'un début, incroyable. Dans la petite clinique vétérinaire improvisée, un silence oppressant régnait tandis que le vieux docteur Morin s'affairait autour du lynx. Sous la lumière crue d'une lampe halogène, il examinait chaque cicatrice, chaque griffure, tentant de comprendre ce qui avait pu pousser un fauve si solide à se retrouver au seuil de la mort dans ce puits oublié. Les villageois, arrivés en curieux, se tenaient à bonne distance, les regards emplis d'empathie. Certains chuchotaient qu'il s'agissait peut-être d'un présage. La forêt, meurtrie par les coupeurs de bois et les braconniers, cherchait de l'aide. D'autres, plus sceptiques, secouaient la tête, affirmant que la loi impitoyable de la nature voulait que le plus fort survive et que le reste soit voué à disparaître. Jeanne, épuisée mais déterminée, écoutait d'une oreille distraite les rumeurs. Elle soutenait doucement la tête du lynx pour l'aider à boire quelques gorgées d'une solution réhydratante. De temps en temps, l'animal tentait de s'échapper d'un geste vif de la patte, mais il était trop faible pour vraiment lutter. Ses yeux, autrefois vifs, paraissaient ternis par la souffrance. Pourtant, un éclat résiduel de rage ou de résilience brillait au fond de ses prunelles, comme si le lynx s'accrochait de toutes ses forces à cette deuxième chance que le destin lui offrait. « Tu penses qu'il s'en sortira ?» murmura-t-elle, la voix basse. Le vétérinaire redressa ses lunettes. Ses mains, aux gestes doux et fermes, palpèrent une plaie profonde sur la cuisse du félin. Il secoua légèrement la tête avant de répondre. « Il est très déshydraté, anémié,
et cette cicatrice plus ancienne pourrait cacher une infection. Mais les lynx sont des animaux robustes. Avec des soins adaptés, il a toutes ses chances. Encore faut-il qu'il accepte notre présence. Dans un coin de la salle, Pierre, l'un des bûcherons de la région, fixait la scène avec une curiosité presque incrédule. Pendant des années, il avait vu ces félins comme des concurrents, prêts à s'emparer du gibier ou à s'aventurer près des exploitations. Pourtant, voir ce lynx si vulnérable changeait sa perspective, comme s'il redécouvrait la notion de respect pour la faune sauvage. Rapidement, son regard croisa celui de Jeanne, et ils échangèrent un bref signe de tête respectueux. Ici, dans ce village reculé, la vie sauvage et la vie humaine se mêlaient intimement, et l'équilibre à maintenir était fragile. L'après-midi avançait, et les visiteurs commencèrent à se disperser, laissant Jeanne et le docteur Morin s'occuper de l'animal. Dans un geste prudent, le vétérinaire administra un sédatif léger, permettant au lynx de sombrer dans un demi-sommeil réparateur. Jeanne, soulagée, s'autorisa à s'asseoir sur une chaise en bois, ressentant enfin le contre-coup émotionnel de la matinée. Son esprit dérivait, repensant au moment précis où elle avait vu les yeux du félin briller dans l'obscurité du puits. Comment avait-il pu survivre si longtemps? Et surtout, pourquoi portait-il ces anciennes blessures? Au coucher du soleil, la clinique ferma ses portes, mais Jeanne refusa de rentrer chez elle. Elle décida de rester auprès du lynx pour surveiller son état. Le docteur Morin, voyant sa détermination, lui laissa un couchage de fortune dans l'arrière-salle. Les heures passèrent. Chaque fois que l'animal s'agitait, poussant un faible grondement, Jeanne se relevait pour vérifier qu'il respirait bien et qu'il ne se blessait pas davantage. Elle constata peu à peu son pelage, d'un brun clair parsemé de taches sombres, typiques des lynx boréaux. Malgré sa maigreur, il conservait une prestance incontestable, reflet d'une noblesse innée. Au petit matin, alors que l'aube pointait à peine, une silhouette se dessina sur le seuil de la clinique. C'était Lucie, une photographe animalière de passage, informée de l'événement par les rumeurs qui s'étaient répandues comme une traînée de poudre. Avec l'accord discret du docteur Morin, elle entra pour observer le félin, son appareil photo toujours prêt. Jeanne, les traits tirés, lui expliqua brièvement la situation. Lucie proposa alors de contacter ses collègues spécialistes pour obtenir un avis supplémentaire. Peut-être y avait-il des experts capables de retracer l'origine de ces blessures anciennes. On murmurait que des trafiquants de peaux rares rôdaient dans certaines régions frontalières, guettant la moindre occasion de capturer un lynx. La journée se poursuivit sous un flot constant de questions. Les appels se multiplièrent, journalistes locaux, responsables d'associations de protection de la faune, et même un zoologiste à la retraite. Tous semblaient captivés par l'histoire de ce félin miraculé, piégé dans un puits. Au village, on commentait la scène, on spéculait sur les causes et les conséquences. Dans ce tourbillon, Jeanne gardait cependant la tête froide. Pour elle, l'important était de stabiliser l'état de l'animal. Tout le reste, l'origine, les cicatrices, le buzz médiatique, viendrait en second plan. En fin de matinée, alors que Jeanne nettoyait la table en inox où reposait le lynx, elle sentit soudain l'animal remuer sous sa couverture. Il ouvrit lentement les yeux, deux fentes dorées qui la fixèrent intensément. Le regard du fauve semblait sonder son âme. Le temps s'arrêta, et Jeanne sentit son cœur s'emballer. Elle se rappelait de cette sensation étrange au fond du puits, comme si un lien tacite se créait entre eux. Le lynx, malgré tout, demeurait sauvage. Jamais il ne se laisserait dompter. Mais, l'espace d'une fraction de seconde, un respect mutuel paraissait naître. Le docteur Morin entra au même instant, apportant une seringue contenant un antibiotique à large spectre. La bête, sentant la présence de cet homme inconnu, se tendit aussitôt et laissa échapper un feulement menaçant. Jeanne posa une main apaisante contre le flanc du félin, comme pour lui rappeler qu'elle était là. Lentement,
Elle commença à murmurer des paroles douces, couvrant le bruit ambiant. À la surprise générale, le lynx se calma légèrement, suffisamment pour que le vétérinaire pratique l'injection sans drame. À cet instant, un mince sourire apparut sur les lèvres de Jeanne. Peut-être était-ce juste un concours de circonstances, ou peut-être que la confiance naissait réellement. Dans l'après-midi, Lucie revint, accompagnée d'un collègue photographe et d'un vidéaste. Leur intention n'était pas d'effrayer l'animal, mais de documenter son rétablissement progressif. Ils prenaient soin de rester à bonne distance, s'appuyant sur l'éclairage naturel qui filtrait par les fenêtres. Les images capturées montraient un lynx blessé, certes, mais dont la dignité irradiait au milieu des bandages et des perfusions de liquide. Au-delà de son récit singulier, ce félin incarnerait un symbole de la résilience animale face à l'adversité, un rappel que la cohabitation entre l'homme et la faune demeure un défi délicat. À mesure que la presse locale s'emballait, les autorités environnementales commencèrent à envisager des mesures plus sérieuses. Un agent de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage fut dépêché sur place pour évaluer la situation. On craignait, en effet, que ce puits abandonné ne soit pas le seul piège latent dans la forêt. Depuis que l'habitat des lynx s'était étendu suite à des programmes de réintroduction dans la région, la question de la sécurité des sites désaffectés était revenue sur le devant de la scène. Fallait-il cartographier tous les vieux puits et mines oubliés pour protéger la faune? Le débat promettait d'être houleux. Pendant ce temps, Jeanne, inlassablement, s'occupait de ce patient pas comme les autres. Elle changeait ses pansements, ajustait la température de la pièce, vérifiait ses constantes. Elle notait scrupuleusement les progrès, une respiration plus régulière, une volonté accrue de se redresser, et même un léger regain d'appétit lorsque le vétérinaire parvenait à faire avaler au lynx un mélange de viande hachée et de compléments nutritionnels. Chaque petit pas devenait une victoire sur la fatalité, nourrissant en Jeanne un sentiment d'espoir, voire de fierté. Pourtant, elle gardait à l'esprit que ce félin n'était pas fait pour vivre sous un toit. Le soir venu, la lumière du crépuscule inonda la pièce d'une lueur orangée, reflétant la beauté intangible de la nature. Le lynx, à moitié réveillé, observa longuement cette couleur changeante, comme s'il reprenait peu à peu conscience de son statut de seigneur des forêts. Jeanne y vit un signe qu'il faudrait bientôt envisager un retour à la vie sauvage, restait à déterminer quand et surtout comment. Car si la chute dans le puits n'était peut-être qu'un accident, il subsistait d'autres dangers. Les agissements humains, la déforestation, le braconnage. Dans le regard ambré de l'animal, Jeanne croyait percevoir la même interrogation. Suis-je encore chez moi ici? La nuit tomba sur le village dans une tranquillité feutrée. Les lampadaires diffusèrent leur halo tremblotant, révélant la silhouette d'une voiture qui se garait discrètement à l'arrière de la clinique vétérinaire. Lucie, la photographe, en descendit avec précaution. Elle avait passé la journée à contacter divers spécialistes de la faune, et l'un d'entre eux, un biologiste du nom de Raphaël Delacroix, avait finalement accepté de faire le trajet en urgence. Tandis qu'elle contournait la bâtisse, la lumière jaune d'une salle encore éclairée attira son attention. Pas de doute, Jeanne veillait toujours auprès du lynx. À l'intérieur, Raphaël, 35 ans à peine, cheveux bruns en bataille et yeux verts perçants, terminait son premier examen du félin. Face à lui, Jeanne se tenait droite, les bras croisés, l'air soucieux. Le vétérinaire Morin, lui, avait pris place à un bureau tout proche, feuilletant des atlas vétérinaires. Raphaël, spécialisé dans la réintroduction du lynx dans plusieurs régions européennes, avait déjà examiné des dizaines de félins blessés ou affaiblis. Pourtant, celui-ci semblait différent. Il s'approcha de la civière improvisée où le lynx reposait et examina chaque cicatrice d'un air concentré. « Vous voyez ces marques ?» fit-il en pointant une ancienne plaie à l'arrière de la patte avant. « Ce n'est pas l'œuvre d'un simple accrochage dans des fourrés.
Cela ressemble davantage à une griffure profonde, peut-être infligée par un autre animal. Et ces traces autour de son cou, on dirait qu'il a été pris dans un collet, mais impossible d'être sûr sans analyse complémentaire. Jeanne, qui écoutait attentivement, sentit une colère sourde monter en elle. La simple idée qu'on ait pu poser des pièges illégaux pour capturer ou blesser un lynx la révoltait. Certes, ce puits abandonné n'était peut-être qu'un accident, mais la série de blessures anciennes laissait entrevoir un passé plus sombre. Le vétérinaire Morin, de son côté, prit des notes d'un geste rigoureux et s'adressa à Raphaël. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour ce lynx? Il a déjà subi d'importants soins de réhydratation et d'antibiotiques. Il reprend un peu de force. Mais si son état se stabilise, va-t-on vraiment le garder ici longtemps? Raphaël expira lentement comme s'il jaugeait la portée de ses mots. Je crois que vous avez fait le plus urgent, docteur. Il faut surtout éviter qu'il ne s'habitue trop à la présence humaine. Son rétablissement physique est primordial, mais il faut déjà penser à sa réinsertion. Peut-être qu'un centre spécialisé, avec un enclos adapté, serait plus indiqué. Ici, il pourrait rapidement être perturbé par les visiteurs. Ou pire, se familiariser à l'homme. Jeanne acquiesça tout en posant une main affectueuse sur la couverture qui recouvrait le lynx. Elle sentait son flanc se soulever à un rythme plus régulier. Ce n'était que le début d'une convalescence sans doute longue et risquée. Lucie, entrée discrètement, surprit ce bref moment de tendresse. Son appareil photo pendait à son cou, mais elle ne prit aucune image, sentant qu'il s'agissait d'une scène trop intime pour être capturée sans l'accord explicite de Jeanne. « On a besoin de ton avis, Lucie », lança Raphaël en se tournant vers elle. « Toi qui as sillonné les forêts alentours, tu sais où on pourrait l'installer temporairement? Un endroit calme, sans trop de passage. » La photographe haussa les épaules. Elle connaissait bien les forêts jurassiennes, mais les rares structures réellement équipées pour accueillir un grand prédateur se comptaient sur les doigts d'une main. La plupart étaient déjà à capacité ou situées à plusieurs heures de route. Elle évoqua néanmoins un parc animalier à vocation scientifique, tenu par une association reconnue, où l'on soignait parfois des lynx blessés. Raphaël promit de se renseigner dès le lendemain. Le lendemain, justement, s'annonçait déjà. Les premières lueurs de l'aube dessinèrent un fin trait rosé sur l'horizon. À travers la vitre, Jeanne aperçut les flocons de neige qui tourbillonnaient, annonçant une journée glaciale. Profitant de cette transition, elle proposa à Raphaël et Lucie de faire une pause café dans la pièce voisine, laissant le docteur Morin surveiller brièvement l'animal. Installés autour d'une vieille table en bois, ils discutèrent à voix basse. Les paroles de Raphaël résonnèrent comme un rappel de la réalité. Il faut être conscient que ce lynx va garder des séquelles, physiques comme psychologiques. Les félins sauvages sont très sensibles au stress et à la captivité forcée. Mais si on arrive à minimiser les contacts humains et à lui offrir un environnement propice, alors oui, il pourra retrouver une vie quasi normale dans la nature, à condition qu'il ne croise plus jamais de pièges ou de puits dangereux. Jeanne, la mine grave, but une gorgée de café fumant. Elle songeait à toutes les issues possibles. Libérer l'animal trop tôt serait irresponsable. Mais le maintenir prisonnier dans un enclos durant de longs mois, voire des années, n'était pas non plus une solution satisfaisante. Surtout qu'il semblait destiné, de par son âge adulte, à régner sur son propre territoire. La loi dictait, en principe, de favoriser la réinsertion dès que possible, mais la pratique se révélait plus complexe. Et s'il était déjà en recherche de nourriture à cause de la destruction de son habitat, demanda-t-elle à Raphaël soucieuse. Est-ce qu'on ne risque pas de le renvoyer dans une forêt appauvrie, où il ne trouvera pas de proie? C'est un risque, admit le biologiste. Toutefois, le lynx est un chasseur solitaire et très efficace. S'il est rétabli,
il trouvera de quoi se nourrir. Le vrai problème, ce sont les hommes qui ne supportent pas sa présence. Certains éleveurs se plaignent déjà de prédation, même si ce sont souvent des rumeurs infondées. Et puis il y a les braconniers. Un lourd silence s'installa. Tout le monde connaissait l'ampleur de ce fléau. Certains individus, motivés par l'argent facile ou le simple désir de tuer un prédateur, n'hésitaient pas à poser des pièges fatals, malgré l'interdiction formelle. Les peaux de lynx se vendaient cher sur certains marchés clandestins, et un animal affaibli représentait une cible facile. Pour Jeanne, la perspective que ce magnifique félin puisse être abattu froidement la révoltait. Elle se promit intérieurement de tout faire pour le protéger. La conversation fut interrompue par le docteur Morin, qui apparut dans l'embrasure de la porte, le regard un peu inquiet. « Venez voir. » Il recommence à s'agiter, et son pansement saigne. Tous se levèrent d'un bond pour rejoindre la salle principale. Le lynx, sorti de sa torpeur, s'agitait sur la table, cherchant maladroitement à se lever. Ses pupilles étaient dilatées, et il poussait de brefs feulements, signes évidents d'inquiétude. Jeanne s'empressa de le calmer, posant une main sur son encolure, tandis que Raphaël constatait la tache pourpre qui s'élargissait sur un bandage. Le vétérinaire Morin attrapa un nécessaire de soins, et ensemble ils procédèrent au changement du pansement. La plaie, encore fragile, s'était rouverte lorsqu'il avait tenté de se redresser trop brusquement. « Il va falloir le garder un peu plus sous sédatif, au moins jusqu'à ce que la plaie cicatrise davantage », grommela le vétérinaire, tout en nettoyant les contours de la blessure. « Jeanne, vous pouvez essayer de lui parler doucement, comme hier, ça avait semblé l'apaiser. » Lentement, elle recommença à murmurer, décrivant des histoires sur la forêt, sur les crépuscules et les matins brumeux, sur les bruits qu'elle connaissait par cœur. Sa voix, calme et rassurante, enveloppa le lynx d'une atmosphère plus sereine. Son grondement s'apaisa et il laissa enfin Morin travailler sur la plaie. Après quelques minutes, un nouveau bandage fut posé. L'animal, harassé, sembla se résigner, fermant à demi ses paupières lourdes. Lucie, restée en retrait, profita de cet instant pour prendre quelques clichés. Les images montraient Jeanne concentrée, presque en empathie totale avec ce prédateur en souffrance. Raphaël, voyant cela, eut un sourire en coin. Lui qui passait sa vie à étudier les comportements animaux, il reconnaissait la force d'un lien naissant entre deux êtres que tout opposait au départ. Pourtant, l'objectif restait le même, redonner à ce lynx sa liberté dans un environnement où il pourrait prospérer sans dépendre de l'homme. À la fin de cette longue journée, Jeanne s'accorda enfin une pause pour souffler. Sur le pas de la porte, le regard perdu dans la nuit noire qui enveloppait désormais le village, elle repensa au moment où elle avait découvert le félin dans ce puits. Était-ce un simple hasard ou une sorte d'appel à l'aide? Dans le silence, elle laissa son imagination vagabonder. Peut-être que ce lynx portait en lui un message, un avertissement pour ceux qui abîmaient la nature sans remords. Ou alors, plus simplement, c'était un survivant, un être vivant digne de toute l'aide que l'on pouvait lui apporter. L'hiver était désormais bien installé, enveloppant les collines et les forêts environnantes d'une brume glacée qui brouillait le regard. Dans la clinique improvisée, le lynx se remettait lentement, malgré la plaie qui le faisait encore souffrir. Jeanne, les traits tirés par la fatigue, continuait de veiller, accompagnée de Raphaël et du docteur Morin. Chaque matin, il contrôlait la température de l'animal, vérifiait ses bandages et prenait note de ses réactions. Malgré sa réserve farouche, le félin semblait s'habituer peu à peu à cette routine médicale. La tension restait pourtant palpable. Personne ne savait avec certitude jusqu'où la patience du lynx pourrait aller, ni s'il recouvrerait pleinement ses moyens. La présence de plus en plus marquée des médias, attisée par l'histoire extraordinaire de ce félin prisonnier d'un vieux puits, ajoutait une pression supplémentaire. Journalistes et curieux affluaient au village, bien décidés à arracher un cliché ou un témoignage.
Une chaîne de télévision régionale proposa même d'interviewer Jeanne en direct, ce qu'elle refusa poliment. Elle ne cherchait ni gloire ni publicité. Sa seule préoccupation était la survie de l'animal. Les villageois, partagés entre la fierté d'une telle attention et la lassitude face au bruit de caméra, se montraient tantôt enthousiastes, tantôt sur la réserve. Le lynx, quant à lui, ne comprenait rien à cette agitation constante. Un matin, le docteur Morin remarqua une légère amélioration. Le félin bougeait davantage sa patte blessée comme pour tester sa mobilité. Son appétit aussi s'était accru, signe indéniable de progrès. Jeanne, en constatant cela, sentit un élan d'optimisme la gagner. Pourtant, la convalescence serait encore longue. Raphaël, qui passait ses journées à éplucher des dossiers sur la réintroduction du lynx dans la région, confia à Jeanne qu'il avait débusqué de vieux rapports signalant déjà des pièges illégaux près de la frontière. Rien ne prouvait qu'il soit encore actif, mais l'hypothèse que ce lynx ait souffert de ses pratiques criminelles ne cessait de grandir dans leurs esprits. Lucie, la photographe, continuait de documenter chaque étape du rétablissement. Ces clichés, parfois publiés dans des articles de sensibilisation, montraient un animal fièrement campé malgré la douleur, le regard perçant, comme un rappel poignant de la fragilité de la faune sauvage. Un soir, alors qu'elle venait capturer la lumière dorée du crépuscule sur la fourrure du lynx, elle surprit Jeanne près de la table, caressant doucement l'encolure de l'animal. Le flash se réverbéra contre la vitre, et pendant une fraction de seconde, le félin sursauta avant de se calmer. Lucie s'excusa platement, comprenant que la moindre perturbation pouvait ralentir le processus de guérison. À mesure que les jours défilaient, une complicité discrète se nouait entre Jeanne et le lynx. Elle lui parlait souvent à voix basse, comme pour l'encourager. Parfois, l'animal répondait par un bref feulement, un signe ambivalent qui oscillait entre la défiance et une forme naissante de tolérance. Raphaël observait ces échanges, intrigué. Pour qu'un lynx sauvage accepte ne serait-ce qu'un peu la proximité d'un humain, il fallait que la situation soit vraiment exceptionnelle. Ou alors, comme le soulignait le biologiste, l'animal percevait peut-être en Jeanne un certain respect, presque un écho de la liberté dont il avait tant besoin. Personne ne pouvait l'affirmer avec certitude. Au village, l'effervescence retombait peu à peu. Les journalistes, las de ne pas obtenir de séquences plus spectaculaires, se dispersèrent. Quelques experts animaliers restaient en contact régulier, proposant leur aide à distance ou s'engageant dans des recherches sur les pièges. Parallèlement, le maire du village entama une campagne pour repérer et sécuriser tous les puits abandonnés recensés, dans l'espoir d'éviter qu'un tel accident ne se reproduise. On voyait parfois des équipes bénévoles, armées de pelles et de plans cadastraux, partir explorer les environs. Cette mobilisation inédite autour du puits accidentel provoqua chez les habitants une prise de conscience. La nature, bien qu'elle paraisse immuable, était vulnérable face aux négligences humaines. Une après-midi, le docteur Morin, après avoir vérifié les progrès du lynx, s'approcha de Jeanne et de Raphaël, installés à une table recouverte de cartes et de notes. D'un ton direct, il annonça « Il commence à s'agiter de plus en plus. C'est bon signe, il retrouve de la vigueur. Mais il est évident qu'il ne supportera pas encore longtemps l'enfermement. Il faut envisager le transfert dont on parlait. » Raphaël hocha la tête, faisant glisser sous leurs yeux des photos aériennes d'une structure d'accueil, un grand enclos boisé, situé à presque 2 heures de route. Là-bas, un petit nombre de lynx blessés ou orphelins bénéficiaient de soins avant une réinsertion progressive. Jeanne serra les mâchoires, partagée entre la tristesse de le voir partir et la certitude qu'il s'agissait du meilleur choix. « On s'arrangera pour qu'il ne soit pas déraciné, » dit-elle doucement. « Une fois rétabli, il reviendra sur un territoire qui lui convient. » Raphaël approuva. Il savait que ce centre disposait de vétérinaires aguerris et surtout de vastes espaces simulant l'habitat naturel des félins. Là-bas, on surveillait étroitement leur comportement
avant de décider d'une possible remise en liberté. Au moindre signe de trop grande dépendance à l'homme, le protocole était revu. Mais au vu du caractère farouche de ce lynx, il se disait que la réadaptation en milieu sauvage avait toutes les chances de réussir. Pour préparer le transfert, il fallut administrer un examen complémentaire. On procéda à une radio de la patte blessée, histoire de s'assurer qu'aucun éclat d'os ou résidu de balle n'y était logé. Les images révélèrent une fracture ancienne, mal résorbée, ce qui expliquait la gêne de l'animal. Le docteur Morin se montra toutefois confiant. Le temps et une bonne rééducation ferèrent leur œuvre. Il recommanda également une courte sédation durant le trajet, pour éviter toute panique. Le plan se mit en place. L'ambulance animalière arriverait au lever du jour et Jeanne accompagnerait le lynx en compagnie de Raphaël jusqu'au centre. La nuit précédant le départ, Jeanne s'attarda plus longtemps que d'habitude auprès de l'animal. Ce dernier, dressé sur ses pattes, semblait guetter la moindre occasion de s'éclipser, même s'il demeurait encore trop affaibli pour véritablement fuir. En l'observant, Jeanne laissa son esprit vagabonder. Elle repensa aux légendes de jadis, racontant que les lynx pouvaient lire dans le cœur des gens. Cette histoire courait parmi les anciens, qui juraient avoir croisé le regard d'un lynx, sentant instantanément leurs intentions. À cet instant, elle se demanda si, d'une certaine manière, l'animal comprenait qu'elle souhaitait seulement le sauver. Dans ses yeux dorés, aucun apaisement total, mais plus de terreur non plus. Finalement, à l'aube, l'ambulance animalière fit son apparition dans la rue principale du village, attirant quelques regards curieux depuis les fenêtres. Raphaël descendit le premier, salua Jeanne et le docteur Morin, puis ouvrit le grand compartiment aménagé à l'arrière. On y trouvait une cage spacieuse, recouverte de couvertures pour tamiser la lumière. Tout se déroula sans heurts. Le vétérinaire injecta le sédatif et le lynx, grognant faiblement, s'apaisa. Avec 1000 précautions, ils l'installèrent dans la cage, veillant à ce qu'il ne se blesse pas sur les parois. Jeanne, le cœur serré, monta à l'avant du véhicule, Raphaël prenant place au volant. Le trajet dura près de 2 heures. Durant cette parenthèse, Jeanne surveillait régulièrement la caméra installée dans le compartiment, observant le lynx immobile, respirant à un rythme presque normal. Dehors, les routes serpentaient au milieu de forêts dénudées. La conversation entre Raphaël et Jeanne resta éparse, ponctuée de silences songeurs. Il savait que cette étape était cruciale et qu'elle demandait un mélange délicat de rigueur scientifique et de compassion. À l'arrivée, le décor changea. Des palissades en bois, derrière lesquelles s'élevaient des pins, donnaient un avant-goût d'un espace où l'animal pourrait au moins marcher librement. À peine le véhicule arrêté, une équipe du centre vint à leur rencontre. Un enclos isolé, déjà préparé, attendait le félin. Les soigneurs, habitués au protocole, déplacèrent la cage à l'intérieur d'un corridor sécurisé. Raphaël expliqua la situation à la vétérinaire du centre, énumérant les soins reçus et l'état exact de la patte blessée. Jeanne observait silencieusement, réalisant que ce lieu serait désormais le foyer provisoire du lynx, jusqu'à ce que la nature l'appelle à nouveau. L'atmosphère du centre était sereine. On sentait un profond respect pour chaque animal, qu'il s'agisse d'un jeune chevreuil orphelin ou d'un rapace blessé. Lorsque tout fut prêt, un soigneur ouvrit lentement la cage. Le lynx, engourdi par le sédatif, mit quelques secondes à réagir. Puis, d'un pas hésitant, il franchit la porte grillagée, ses oreilles dressées, sondant l'environ. Ses muscles se raidirent un instant, comme s'il s'attendait au pire, avant qu'il ne fasse un pas de plus dans la pénombre protectrice des arbres. Jeanne, postée à bonne distance, sentit un étrange soulagement la gagner. Certes, elle se séparait de cet animal qu'elle avait veillé nuit et jour, mais elle savait que c'était l'étape essentielle pour son retour à la liberté. Pendant que la porte du corridor se refermait derrière le lynx, l'équipe du centre refermait également le chapitre de son transport.
Raphaël posa une main réconfortante sur l'épaule de Jeanne, comme pour lui dire « Tu as fait tout ce que tu pouvais ». Elle acquiesça en silence. Au fond d'elle, elle restait inquiète. Tant de dangers guettent encore un lynx même en bonne santé. La raréfaction des proies, les collisions avec des véhicules, la méfiance des hommes. Toutefois, il y avait là un espoir, une perspective d'avenir meilleur. Un animal qui avait frôlé la mort dans un puits abandonné, sauvé par un élan de compassion, disposait désormais d'une nouvelle chance d'exister en harmonie dans ces montagnes. Le lendemain du transfert, Jeanne revint au centre de réhabilitation dès l'ouverture. La brume matinale enveloppait les pins de volutes pâles et l'air portait un léger parfum de résine. Malgré la fatigue du voyage de la veille, elle tenait à constater de ses propres yeux comment le lynx s'adaptait à son nouvel environnement. En franchissant le portail, elle aperçut Raphaël en grande discussion avec une soigneuse prénommée Célia. Tous deux se tenaient devant l'enclos boisé où, la veille, le félin blessé avait fait ses premiers pas hésitants sur un tapis de mousse. Jeanne s'approcha à pas feutrés, évitant de faire trop de bruit. À travers les grillages discrets, elle distingua le lynx immobile, camouflé entre les troncs. Seules ses oreilles pointues dépassaient, dressées comme des radars. Il avait déjà parcouru une partie de l'enclos pendant la nuit, à en juger par les empreintes laissées dans la terre meuble. Une légère appréhension l'étreignit. Et si l'animal peinait à se nourrir seul? Et si les douleurs liées à sa vieille fracture l'empêchaient de chasser même de petits rongeurs? Pourtant, la soigneuse Célia assura qu'elle avait vérifié l'état du lynx au lever du jour. Il gardait sa distance, mais il ne paraissait pas en détresse. Il réagissait même de façon très vive, ce qui témoignait d'un regain d'énergie encourageant. Jeanne sentit un soulagement fugace. Depuis des semaines, elle s'occupait de ce félin presque jour et nuit, songeant à 1000 scénarios quant à sa survie. Le voir ainsi, debout dans un environnement qui rappelait enfin la forêt, était un pas énorme. Le regard de Raphaël croisa le sien et il lui sourit. Il comprenait parfaitement l'angoisse qui la traversait. Ensemble, ils échangèrent sur les premiers constats. Les soigneurs avaient remarqué que le lynx boitait encore légèrement, mais il semblait prendre appui sur sa patte. Dans un recoin de l'enclos, on lui avait disposé de la nourriture pour éviter qu'il ne gaspille trop d'énergie à chasser immédiatement. Avec de la chance, il recouvrirait assez de force pour se débrouiller seul au bout de quelques jours. La matinée s'écoula entre vérification et discussion. Célia expliqua le protocole de réintroduction. Dans un premier temps, on offrait une assistance alimentaire minimale, puis on réduisait progressivement la quantité de nourriture à mesure que l'animal recouvrait sa mobilité. L'espace extérieur était conçu pour favoriser l'exercice et stimuler l'instinct de prédation. Des rongeurs et des lapins évoluaient dans l'enclos, rendant possible une chasse naturelle. Les soigneurs évitaient au maximum de se montrer, n'intervenant que pour surveiller la cicatrisation. La véritable difficulté serait de déterminer le moment exact où l'on pourrait juger le lynx apte à repartir en liberté totale. Tout reposait sur sa capacité à chasser et à éviter tout contact rapproché avec l'homme. Vers midi, Raphaël invita Jeanne à visiter le reste du centre afin qu'elle comprenne le fonctionnement global de l'établissement. Ils traversèrent divers enclos, un renard soigné pour une patte cassée, un blaireau convalescent, quelques rapaces blessés par des collisions routières. Partout, on percevait le même souci de discrétion et de respect de la nature. Les installations étaient simples, mais efficaces, de larges espaces végétalisés où l'homme n'entrait que pour apporter des soins indispensables. Jeanne admira la dévotion de l'équipe, reconnaissant dans leur travail la sincérité qu'elle-même avait ressentie lors du sauvetage du lynx. Un sentiment de complicité silencieuse naquit en elle, renforçant sa confiance en ce lieu. L'après-midi fut consacré à l'examen approfondi des radios que le docteur Morin avait transmises. Raphaël et Célia se penchèrent sur chaque détail, cherchant à anticiper toute complication.
La fracture ancienne ne constituait pas un handicap irrémédiable, mais elle rappelait combien ce lynx avait déjà affronté l'adversité. La soigneuse proposa même de disposer des perchoirs et des rochers à différentes hauteurs dans l'enclos pour encourager le félin à grimper et à étirer ses muscles en douceur. Jeanne approuva l'idée, espérant que ces aménagements garantiraient au lynx une meilleure rééducation sans dépendre d'interventions humaines trop fréquentes. En fin de journée, elle s'accorda enfin un moment pour se poster près du grillage, seule. À travers les branchages, elle apercevait la silhouette du lynx se déplacer lentement, comme s'il arpentait un territoire inconnu. Son pelage, encore clairsemé par endroits, renvoyait de légers reflets dorés sous la lumière rase. À un instant, il s'arrêta et dressa la tête, flairant probablement la présence de Jeanne. Leurs regards se croisèrent, séparés par la grille. Le félin garda cette posture altière, puis se détourna pour disparaître entre deux pins. Jeanne ressentit alors un mélange de mélancolie et de joie. L'animal n'était plus un patient confiné sur une table d'examen. Il redevenait peu à peu ce pourquoi il était né, un seigneur des bois, libre et souverain. Le lendemain, un responsable local de l'Office national de la faune arriva pour discuter du suivi à long terme. Il expliqua qu'en cas de relâcher, on poserait sans doute un collier GPS au lynx pour surveiller ses déplacements. Cette pratique, déjà répandue pour les grands prédateurs, permettait d'évaluer leur intégration dans l'écosystème et de prévenir d'éventuels conflits avec l'élevage ou d'autres espèces. Jeanne, d'abord réticente, comprit la nécessité scientifique de la démarche. Elle craignait toutefois que l'animal n'accepte pas facilement ce dispositif. Raphaël la rassura en précisant que le collier, léger, avait peu de chances de gêner ses mouvements et qu'il pourrait être retiré après quelques mois si tout se passait bien. Les semaines qui suivirent furent marquées par une évolution notable. D'abord, le lynx utilisait de plus en plus son espace, grimpant sur les rochers pour observer les environs. On le vit même commencer à chasser de petits lapins. Les soigneurs l'aperçurent à l'aube, tapi dans l'ombre, prêt à bondir, un comportement résolument sauvage qui rassurait tout le monde. La plaie, bien soignée, ne s'ouvrait plus et le boitillement était nettement moins visible. Célia constata une prise de poids modérée, signe de bonne santé. Parallèlement, Jeanne et Raphaël multipliaient les réunions pour préparer le terrain quant à sa réintroduction. Ils examinaient les cartes du massif, recherchant une zone calme, riche en proies, mais éloignée des zones urbanisées. Un matin, toutefois, une nouvelle inquiétante se répandit au centre. Célia apprit que des gardes forestiers avaient retrouvé un piège à mâchoire dans une clairière voisine, preuve que le braconnage n'avait pas disparu. Personne ne savait s'il visait spécifiquement le lynx, mais l'hypothèse semblait vraisemblable. Jeanne sentit la colère l'envahir. Après tous leurs efforts, imaginer que l'animal puisse retomber dans ce genre de dispositif infâme la révoltait. Raphaël proposa aussitôt de renforcer la surveillance et de collaborer avec les autorités afin de localiser et de détruire ces pièges avant tout relâcher. Il devait se montrer plus prudent que jamais. La tension monta encore d'un cran lorsqu'un appel anonyme parvint au centre. Une voix rauque prétendait qu'un lynx relâché dans ces forêts finirait fatalement par s'en prendre au troupeau et qu'il valait mieux s'en débarrasser. Célia, choquée, passa le combiné à Raphaël, mais la ligne était déjà coupée. Personne ne savait s'il s'agissait d'un simple provocateur ou d'un véritable braconnier. Dans un climat de suspicion, chacun redoubla de vigilance. Les soigneurs se relayaient pour veiller la nuit, vérifiant que personne ne s'introduise dans l'enclos. Jeanne, elle, resta plusieurs jours supplémentaires au centre, prête à intervenir en cas de problème. Malgré tout, le lynx continuait ses progrès. Il apparaissait plus agile, plus alerte. Des caméras discrètes, installées pour l'observation, montraient qu'il se promenait dans l'enclos avec aisance, grattait la terre à la recherche de rongeurs et bondissait sur des arbres abattus pour se dégourdir les pattes.
Certains visiteurs, triés sur le volet, avaient la chance de l'apercevoir de loin, fascinés par sa puissance tranquille. Chaque jour qui passait confirmait l'urgence de le rendre à la vie sauvage, mais aussi l'immense responsabilité qui pesait sur les épaules de l'équipe. Alors que l'hiver s'éternisait, les épicéas se paraient d'une couche de givre scintillante. Un vent froid balayait la clairière où se trouvait l'enclos. Jeanne, vêtue d'une parka épaisse, fit un dernier tour de ronde en fin de journée. Elle s'arrêta devant la clôture et remarqua la silhouette souple du lynx perché sur une grosse souche. Sa queue touffue se balançait avec confiance et son regard, malgré la pénombre naissante, embrassait l'espace. Elle sourit, le cœur serré, en comprenant que l'animal réclamait à présent la forêt, cette étendue infinie où il pourrait enfin redevenir lui-même. Un bruit de pas la fit se retourner. Raphaël arrivait, un dossier sous le bras. Ils échangèrent un hochement de tête complice. Les feux de la ville, à l'horizon, rappelaient combien la présence humaine était proche. Trop proche peut-être. Bientôt il faudrait fixer une date, organiser méticuleusement le relâcher. Entre la menace des pièges et l'espoir de voir ce lynx reconquérir son domaine, l'histoire prenait un tour incertain, presque dramatique. Pourtant, au fond du regard de Jeanne, une étincelle d'optimisme persistait. Après tout, le félin avait surmonté l'épreuve du puits, avait résisté à la faiblesse, à la peur, à l'acharnement humain. Qui pouvait dire qu'il ne vaincrait pas à nouveau? Malgré la morsure tenace de l'hiver, l'équipe du centre de réhabilitation ne se laissa pas décourager. Chaque matin, à l'aube, Célia et les autres soigneurs vérifièrent la clôture de l'enclos, passant au peigne fin chaque poteau, chaque maille, afin de repérer toute trace suspecte. Les rondes nocturnes instaurées après l'appel anonyme n'avaient rien révélé de concret, mais la crainte d'une intrusion malveillante planait toujours. De son côté, Jeanne, s'étant prise de passion pour la cause, participait volontiers à ces patrouilles improvisées. Depuis qu'elle avait secouru le lynx au fond du puits, elle se sentait investie d'une mission: prouver que l'homme et l'animal pouvaient coexister sans se détruire. Les jours passaient, et la neige recouvrait le sol d'une pellicule dure. L'hiver donnait l'impression de s'éterniser, malgré l'approche théorique du printemps. Dans l'enclos, le lynx montrait pourtant des progrès notables. Il parcourait le terrain d'un pas plus sûr, quittant ses abris pour explorer chaque recoin. À plusieurs reprises, on l'observa grimper sans hésitation sur les rondins disposés à cet effet, puis sauter avec une souplesse retrouvée. Les soigneurs, se tenant à distance, constataient que la boiterie diminuait de jour en jour. Lorsqu'ils repéraient un rongeur, le félin se tapissait, guettant patiemment, prêt à bondir. Sa vitesse d'exécution témoignait d'une agilité presque normale. À son pelage, on voyait déjà que sa musculature s'était raffermie. Un matin, Raphaël plaça discrètement un gros lièvre vivant dans un compartiment dédié, séparé par un sas. L'idée était de libérer la proie dans l'enclos et de vérifier si le lynx réussirait à la chasser seul. C'était un test important. Un prédateur incapable de capturer une proie aussi rapide ne survivrait pas longtemps dans la nature. Jeanne, anxieuse, observait depuis une cachette camouflée derrière des branchages artificiels. Le lièvre, décontenancé, s'élança avec de longues foulées, cherchant à éviter le félin à tout prix. Le lynx, alerte, se mit aussitôt en chasse, ses sens affûtés guidés par un instinct qu'aucune captivité ne semblait avoir terni. Quelques bonds plus tard, il bloqua la course de l'animal, le plaquant au sol sans la moindre hésitation. Le silence retomba. Le lynx tenait fermement sa proie, le regard flamboyant d'une assurance presque oubliée. C'était la confirmation tant attendue. Il recouvrait son habileté de chasseur. Jeanne laissa échapper un soupir de soulagement. Certes, la scène restait brutale, mais elle reflétait la loi même de la prédation, fondamentale pour la survie du félin. Après un dernier coup de croc, le lynx traîna sa capture à l'abri, hors de vue. On le laissa tranquille, s'accordant simplement à noter l'heure et les conditions de cet épisode. Célia, satisfaite,
inscrivit dans son carnet que l'animal maîtrisait à nouveau la technique de chasse. Raphaël, lui, se contenta d'un hochement de tête approbateur. Les semaines suivantes, l'équipe œuvra à un deuxième défi, habituer le lynx à un collier émetteur. Rien ne serait plus risqué que de le libérer sans un minimum de suivi, vu l'hostilité latente de certains braconniers. Toutefois, poser ce dispositif sans stresser le fauve relevait de la prouesse. On commença par laisser un collier inerte dans l'enclos, près de la nourriture, afin qu'il s'y familiarise. Le lynx, méfiant, évitait l'objet au début, puis s'approcha prudemment, le reniflant, grattant parfois le sol autour. Voyant qu'il ne réagissait pas, les soigneurs estimèrent qu'on pourrait l'immobiliser une fois encore sous légère anesthésie, juste le temps de lui fixer l'émetteur. Restait à choisir le bon moment pour ne pas perturber sa convalescence. Un soir, alors qu'un ciel gris menaçait de déverser de nouvelles flocons, un garde forestier se présenta au portail du centre. Visiblement essoufflé, il annonça à Raphaël qu'il venait de découvrir, à quelques kilomètres, des traces suspectes entourant un recoin de la forêt. Plusieurs pièges artisanaux, dissimulés sous des branchages, avaient été relevés par son équipe. Il décrivit des dispositifs rudimentaires, mais suffisamment redoutables pour briser la patte d'un lynx ou d'un renard. L'information, en soi, glaça le sang de Jeanne, qui se remémora les blessures anciennes de l'animal, peut-être infligées par ce genre d'engin. Malgré la colère qui grondait en elle, elle s'efforça de garder son calme. L'heure n'était pas à l'indignation pure, mais à l'action concertée. Aux premières lueurs du lendemain, une patrouille mixte composée de Célia, du garde forestier et de 2 bénévoles se mit en route pour retirer les pièges repérés. Jeanne resta au centre pour surveiller l'enclos, presque en apnée, s'inquiétant du nombre de pièges potentiellement éparpillés dans la région. Un sentiment d'urgence la tenaillait. Plus vite on retirerait ces engins, plus on limiterait le risque pour le lynx une fois qu'il serait relâché. Raphaël, quant à lui, préparait la paperasse administrative nécessaire à la libération future du félin. Obtenir toutes les autorisations exigeait un dossier complet, incluant l'avis du centre, celui de l'Office national de la faune et divers documents sur les zones de protection. Vers midi, Célia revint, éreintée, le front perlé de sueur sous son bonnet. Elle informa Jeanne qu'ils avaient déjà détruit 4 pièges à mâchoires, ainsi qu'un collet rudimentaire. Les conditions hivernales rendèrent la recherche difficile, mais un drone piloté par l'un des bénévoles leur avait permis de repérer des zones suspectes depuis les airs. Même si tous les dispositifs n'avaient pas été neutralisés, cette première opération rassura partiellement l'équipe. Néanmoins, personne ne pouvait affirmer qu'il n'en restait pas d'autres, soigneusement dissimulés. La prudence demeurait de mise. Jeanne, partagée entre la colère et la tristesse, espéra sincèrement que les patrouilles futures mettraient fin à ce réseau de braconnage. Entre-temps, l'état du lynx continuait de s'améliorer. Sa fourrure avait repris de l'éclat, ses muscles s'étaient développés, et il chassait désormais de petites proies sans difficulté. Les soigneurs remarquaient toutefois qu'il demeurait très réactif au bruit ou aux mouvements imprévus, ce qui traduisait un niveau de vigilance élevé, voire de méfiance. En un sens, c'était un bon signe. Un lynx trop confiant à l'égard de l'homme aurait plus de risques de s'approcher des zones habitées. Ainsi, son indépendance grandissante confortait Jeanne et Raphaël dans l'idée qu'il était presque temps de le rendre à la liberté. Restait à franchir l'étape cruciale du collier GPS. Un matin, alors que l'équipe s'accordait sur la procédure, on décida d'endormir l'animal une dernière fois. Le dosage du tranquillisant fut calculé au milligramme près pour éviter tout risque inutile. Raphaël et Jeanne entrèrent dans l'enclos à l'aube, progressant avec une extrême lenteur pour ne pas l'effrayer. À travers la buée de leur respiration, ils aperçurent le lynx qui les fixait depuis le haut d'un rocher. Son grondement bas et régulier témoignait d'une certaine appréhension. D'un geste sûr, Raphaël utilisa la sarbacane contenant la fléchette anesthésique.
Touché au flanc, le félin sauta, mais l'effet fut presque immédiat. En quelques secondes, il vacilla avant de s'allonger, la tête lourde. Jeanne s'approcha, le cœur serré. On transporta l'animal vers l'infirmerie du centre, où Célia procéda à une rapide auscultation. Le rythme cardiaque était stable, la respiration régulière. Raphaël prépara alors le collier GPS, un dispositif discret pesant à peine quelques centaines de grammes. Tandis qu'il l'ajustait autour du cou musclé du lynx, Jeanne observait les marques sur la fourrure, vestiges de blessures anciennes. Un frisson la parcourut. Dans quelques jours, peut-être même moins, il devrait ouvrir les portes de l'enclos. L'instant tant redouté et tant espéré approchait. Serait-il réellement prêt? Et la forêt l'accueillerait-elle sans autre drame? Une demi-heure plus tard, on déposa doucement le fauve, encore endormi dans un espace retiré de l'enclos. Lorsque l'effet du tranquillisant se dissipa, le lynx se leva avec lenteur, stupéfait de se sentir entravé par ce collier inconnu. Il gratta nerveusement la terre, secouant la tête pour s'en débarrasser. Pendant plusieurs minutes, il tourna en rond, feulant à intervalles réguliers, comme si une présence étrangère violait son intégrité. Jeanne, observant la scène depuis la lisière, sentit son cœur se serrer. Elle craignait que ce rejet ne soit trop intense, compliquant l'étape finale de la réintroduction. Pourtant, au fil des heures, le félin sembla s'habituer, ou du moins tolérer cette nouvelle contrainte. Le soir venu, la décision fut prise. Raphaël confirma que les autorisations étaient en règle. Le relâcher aurait lieu d'ici quelques jours, dès que les équipes de patrouille auraient parcouru une zone suffisante pour sécuriser les abords immédiats. Ils espéraient ainsi minimiser les risques de retrouver un piège actif. Jeanne proposa d'assister à cette ultime libération. Elle tenait à être présente, peut-être pour faire ses adieux. Elle se souvenait encore de cet instant précis, la première fois qu'elle avait aperçu le regard terrifié du lynx au fond du puits. Depuis, tant de choses s'étaient passées. L'animal avait guéri, avait réappris à chasser, à faire confiance à son instinct, et elle, de son côté, avait éprouvé plus intensément que jamais la fragilité et la beauté de la vie sauvage. La nuit tomba, drapant le centre d'un silence tendu. Demain ou après-demain peut-être, le lynx franchirait la frontière de l'enclos pour disparaître dans les profondeurs de la forêt. Son collier transmettrait des balises de localisation, permettant à Raphaël et aux siens de suivre ses déplacements, de veiller sur lui à distance. Mais la liberté s'accompagnait de dangers réels. Jeanne ne pouvait s'empêcher de craindre l'imprévisible. Un braconnier, un accident, une blessure. Pourtant, elle savait qu'il n'y avait pas d'autre voie. La captivité prolongée aurait tué l'esprit farouche de ce fauve. Et au fond, l'épreuve du puits et tout le parcours de réhabilitation n'avaient d'autre sens que de lui rendre sa vraie vie, coûte que coûte. Le jour tant redouté et espéré finit par arriver plus vite que prévu. Dès l'aube, un léger brouillard flottait au-dessus des épicéas, dissimulant la cime des arbres. Le silence, à peine troublé par le chant de quelques mésanges, soulignait la solennité de cette matinée. Dans le petit bâtiment administratif du centre, Raphaël et Jeanne signaient les dernières autorisations liées au relâché du lynx. Célia, la soigneuse, vérifiait les relevés GPS pour s'assurer que tout fonctionnerait correctement une fois l'animal libre. À l'écart, 2 gardes forestiers étaient présents pour attester du respect du protocole. On percevait chez chacun un mélange d'impatience et de nervosité. Tous savaient qu'un chapitre essentiel s'achevait et qu'un autre plus incertain s'ouvrait. Avant de procéder, l'équipe s'accorda un rapide tour d'horizon de la zone prévue pour la libération. Les pièges découverts dans les environs avaient été démontés et détruits, mais personne n'écartait la possibilité que d'autres dispositifs illégaux restent dissimulés. Les gardes forestiers, en collaboration avec quelques bénévoles, avaient quadrillé le secteur pour minimiser les risques immédiats. Malgré tout, la menace n'était jamais totalement écartée.
Pour Jeanne, il fallait agir maintenant, tant que le lynx était en forme et n'avait pas commencé à développer une aversion excessive à l'enclos. Chaque jour de captivité supplémentaire augmentait le stress de l'animal et risquait de freiner son adaptation future. Au cœur de l'enclos, le lynx semblait comme à l'affût. Perché sur un promontoire, il guettait les mouvements au loin, les oreilles dressées. Son collier GPS, déjà fixé depuis quelques jours, n'entravait pas ses élans, même si l'objet continuait de l'agacer parfois. Jeanne et Raphaël, postés à la clôture, préparaient minutieusement la manœuvre. Selon le protocole, il s'agissait d'ouvrir un sas extérieur pour laisser le fauve s'aventurer hors de son territoire sécurisé sans qu'il se sente poussé à sortir. Aucune contrainte, aucune précipitation. La décision devait venir de lui, au rythme de son instinct. La forêt environnante, vaste et silencieuse, s'étendait comme un appel à la liberté. Lorsque Célia donna le signal, les verrous du sas coulissèrent lentement. Un couloir grillagé, débouchant sur un sous-bois dense, était désormais ouvert. À l'extrémité, la porte donnant sur l'extérieur s'offrait comme un passage vers l'inconnu. Les spectateurs involontaires de cette scène, soigneurs, gardes et bénévoles, se tinrent à bonne distance. Jeanne pouvait sentir son propre cœur battre à tout rompre. Après toutes ces semaines de soins, de doutes, d'espoir, c'était l'instant décisif. Raphaël, d'un regard, l'encouragea à garder son calme. Dans la main de la jeune femme, un petit émetteur permettait de suivre en temps réel la position du lynx via le signal du collier. Elle le tenait comme un objet précieux, presque vital. Au bout de longues minutes, le lynx quitta son promontoire et s'approcha prudemment. Son nez frémissait, enregistrant les odeurs portées par un vent discret. Ses pattes, malgré la neige tassée, avançaient avec une légèreté presque surnaturelle. Une fois parvenu à l'entrée du sas, il se stoppa net, tournant la tête comme pour déchiffrer les intentions de ces humains en retrait. Jeanne, qui l'observait à travers le grillage, sentit un pincement au cœur. Elle aurait voulu lui dire que tout irait bien, qu'il pourrait enfin retrouver la solitude et l'espace dont il avait été privé. Mais le lynx n'appartenait plus à ce monde-ci. Son destin l'appelait au-delà, dans le silence des futaies enneigées. Alors, elle se contenta de retenir son souffle. Soudain, l'animal s'élança. D'un bond souple, il s'engagea dans le couloir, franchit les quelques mètres qui le séparèrent de la porte. Il jeta un dernier coup d'œil en arrière, comme un adieu muet. Puis, il disparut parmi les arbres. Un frisson parcourut l'assistance. La libération venait de se produire en quelques secondes à peine, d'une fulgurance presque irréelle. Jeanne eut l'impression de sentir un vide s'ouvrir dans sa poitrine. Elle comprit que son rôle s'achevait ici, que désormais la vie du lynx ne dépendrait plus que de la nature et de la vigilance à distance des équipes. L'émotion fut si forte qu'elle s'accrocha un instant au bras de Raphaël, comme pour ne pas vaciller. Le groupe attendit encore quelques minutes, le souffle court. Personne ne prononçait un mot, craignant de rompre la solennité du moment. Seul le bip discret de l'émetteur dans la main de Jeanne leur confirmait que le collier GPS fonctionnait, émettant des données brutes qui seraient analysées plus tard. Après un temps qui sembla s'étirer, Célia brisa le silence d'une voix vibrante. « Il est parti. On a réussi. » Un sourire se dessina sur les visages, teinté de soulagement, mais aussi d'humilité. Car personne ne savait combien de combats attendrait encore le lynx, ni s'il survivrait à la rudesse de l'hiver et à la cruauté des hommes. L'équipe replia le sas, le cadenassa, puis rassembla le matériel. Les gardes forestiers décidèrent de se poster en observation à plusieurs centaines de mètres pour s'assurer que l'animal ne fasse pas demi-tour sous l'effet du stress. Jeanne, quant à elle, resta un moment figée, regardant la neige vierge où s'évanouissaient peu à peu les traces du félin. Elle se remémora la scène du puits, ce trou froid et humide où elle avait découvert un lynx squelettique, blessé, sur le point de mourir.
Les images défilaient, exprimant tout le chemin parcouru. Elle se sentait étrangement légère, comme si elle avait accompli un acte juste et nécessaire. Pourtant, une inquiétude persistante l'habitait, un pincement sourd à l'idée que la forêt n'était plus aussi sûre qu'elle aurait dû l'être. En début d'après-midi, ils se réunirent dans une petite salle chauffée du centre pour faire le point. Raphaël montra sur son ordinateur les premières données GPS. Le lynx semblait avoir progressé d'environ 500 mètres au nord-ouest. Il se déplaçait lentement, peut-être à la recherche d'un abri, ou traquant déjà quelques petites proies. Aux alentours, aucun signe d'alerte ne clignotait encore. Le biologiste expliqua qu'il surveillerait la position de l'animal pendant plusieurs semaines, sans pour autant intervenir, à moins d'un signal d'inactivité prolongée qui pourrait indiquer un problème de santé ou de piégeage. Jeanne hocha la tête, reconnaissante de cette surveillance discrète mais cruciale. Le lendemain, la routine habituelle reprit un semblant de place au centre. Les enclos, désormais privés de leurs plus prestigieux pensionnaires, accueillaient d'autres animaux convalescents. Célia soignait un hibou grand-duc blessé. Raphaël étudiait de nouveaux relevés concernant la population de lynx dans la région. Et Jeanne s'affairait à nettoyer les lieux, le cœur encore habité par la silhouette majestueuse du félin. Par moments, elle sortait son téléphone pour vérifier la position de l'animal via l'application dédiée. En voyant la balise se déplacer à travers les contours sinueux de la carte, elle éprouvait un étrange mélange de fierté et de peur. Fierté de le savoir vivant et actif, peur qu'il ne tombe sur un piège ou qu'il se heurte à une barrière humaine. Puis, au bout de 3 jours, la balise indiqua des mouvements plus étendus. Le lynx semblait traverser un vallon encaissé, puis longer un ruisseau gelé. Selon les cartes topographiques, cette zone regorgeait de rochers escarpés et de petits conifères, un habitat idéal pour un félin en quête de discrétion. Raphaël s'enthousiasma. L'animal se dirigeait vraisemblablement vers des territoires giboyeux, loin des axes fréquentés. Pour l'instant, rien n'indiquait qu'il ait approché des bergeries ou des fermes. Au contraire, il s'aventurait dans un secteur peu perturbé par l'homme. Jeanne, soulagée, en déduisit que le lynx reprenait possession de sa vie sauvage, rompant enfin les liens avec son passé de blessures et de dépendance forcée. Toutefois, cette euphorie fut tempérée par de nouvelles rumeurs. Des habitants d'un village voisin rapportaient la présence de trappeurs venus d'on ne sait où. Personne n'avait de preuves tangibles, mais le souvenir amer des pièges retrouvés récemment suffisait pour faire naître l'angoisse. Jeanne, au fil des jours, se surprenait à espérer la disparition complète du signal, signe que le collier pourrait s'égarer loin des convoitises humaines. Mais Raphaël, lui, insistait pour conserver ce suivi, indispensable pour protéger l'animal. Les autorités informées redoublaient d'efforts dans leur tournée de contrôle en forêt, quitte à se heurter à des individus peu enclins à se laisser inspecter. Dans les moments de répit, Jeanne aimait se rappeler de la détermination silencieuse du lynx. Elle se l'imaginait, haut perché sur une corniche, observant le paysage enneigé en contrebas. Elle le voyait bondir de rocher en rocher, s'effacer derrière un bosquet pour mieux surprendre un chevreuil. Cette vision l'aidait à chasser ses craintes. Après tout, l'instinct sauvage du félin avait survécu au puits, aux bandages, aux injections. Il survivrait peut-être aussi à l'ignorance et à la cupidité humaine. Il était devenu l'emblème de la résilience, la preuve qu'un lien ténu mais réel pouvait exister entre l'homme et la faune, pour peu que l'on respecte leurs espaces respectifs. Tard un soir, alors que la neige recouvrait une fois encore la route menant au centre, Jeanne sortit pour respirer l'air glacial. Les étoiles brillaient d'une lueur fixe dans un ciel parfaitement limpide. Elle leva les yeux, se demandant si là-bas, au creux des montagnes, le lynx observait la même voûte scintillante,
Peut-être, en cet instant, cherchait-il un abri sous une avancée rocheuse, ou poursuivait-il une proie dans la poudreuse nocturne. Cet animal, qu'elle avait tenu presque moribond dans ses bras, se fondait désormais dans le grand ballet de la nature, redevenu spectateur et acteur de sa propre destinée. Un frisson la parcourut, fait d'espoir et de gratitude. Elle rentra alors, prête à affronter l'inconnu des jours à venir, convaincue au fond d'elle que l'histoire ne faisait que commencer. Les jours suivants, la position du lynx sur l'écran de suivi GPS dessinait une lente mais constante progression vers le cœur des montagnes. Les crêtes enneigées, à peine visibles dans la brume matinale, semblaient l'attirer comme un aimant. Chaque fin d'après-midi, Raphaël communiquait les coordonnées actualisées à Jeanne, laquelle s'empressait de confronter ces données aux cartes topographiques du secteur. De toute évidence, l'animal longeait désormais une vallée encaissée, là où les sapins s'épaississent et les chemins d'accès se raréfient. Pour Jeanne, c'était à la fois rassurant et angoissant. Dans un endroit aussi isolé, le lynx profiterait de la tranquillité nécessaire pour chasser et se rétablir loin de l'homme, mais en cas de blessure ou de piégeage, personne ne pourrait venir à son secours rapidement. Chaque matin, au centre de réhabilitation, Célia vérifiait elle aussi le signal GPS. Ses observations figuraient dans un registre méticuleux consignant heure par heure les déplacements de l'animal. Le collier, bien calibré, envoyait un point de localisation à intervalles réguliers, offrant ainsi une vision précise de son itinéraire. Parfois, le parcours du félin s'interrompait plusieurs heures de suite sur une même zone, probablement lorsqu'il se reposait ou consommait une proie. Puis, sans crier gare, il repartait explorer une autre combe, franchissait un col pour redescendre de l'autre côté. À la moindre anomalie, une absence de mouvement prolongée au-delà d'une demi-journée, l'équipe restait en alerte. Mais jusqu'ici, tout se déroulait normalement. L'instinct sauvage du lynx paraissait intact. Un soir, toutefois, un signal inhabituel s'afficha sur l'écran. À 20 heures, la balise avait indiqué un secteur proche d'anciennes galeries minières abandonnées. 4 heures plus tard, elle y restait figée sans le moindre déplacement. Raphaël, fronçant les sourcils, vérifia la fiabilité de l'appareil. Sans dysfonctionnement apparent, le point persistait au même endroit. Jeanne sentit son pouls accélérer. Pourquoi le lynx demeurait-il immobile si longtemps? Avait-il trouvé un abri souterrain ou bien était-il blessé, pris au piège dans un éboulement? Les souvenirs du vieux puits lui revinrent en mémoire, ravivant son inquiétude. En silence, elle s'empara de son manteau, prête à partir sur le champ. Mais Raphaël lui rappela qu'il était dangereux de s'aventurer la nuit en montagne sans préparation. Ils convinrent d'attendre les premières lueurs pour organiser une recherche ciblée. À l'aube, une petite équipe se forma. Jeanne, Raphaël et 2 gardes forestiers entreprirent de gagner la zone indiquée par la balise. Armés de jumelles, de cartes IGN et d'un matériel d'escalade rudimentaire, ils avancèrent prudemment. La pente s'avéra raide, les sentiers couverts d'une neige compacte. Par endroits, il fallut contourner des plaques de verglas, franchir des troncs abattus par le vent. Au fur et à mesure de leur progression, la tension montait. Plus ils approchaient du point GPS, plus Jeanne craignait de découvrir un piège ou un collet. Dans sa tête, elle répétait presque comme une prière. Sois vivant, sois libre. Après plusieurs heures d'ascension, ils atteignirent enfin une zone plate surplombant d'anciens conduits miniers. Les entrées obstruées témoignaient de l'abandon progressif des lieux. Le décor n'était que roches noircies, restes de grillages rouillés et quelques arbustes rabougris. Au loin, une bise glaciale balayait le flanc de la montagne. Raphaël consulta le récepteur portable. La position figurait à moins de 200 mètres. Le petit groupe s'enfonça dans un boyau rocheux, le cœur battant. Soudain, un mouvement furtif attira le regard de Jeanne. Quelque chose bougeait dans l'ombre,
près d'une paroi effritée. Ils s'approchèrent et découvrirent, dans une anfractuosité, la silhouette massive du lynx. Il était debout, la tête baissée vers une carcasse d'animal, sans doute un chamois égaré. En apercevant les humains, il grogna et recula. Son collier GPS scintillait faiblement dans la pénombre. Jeanne, soulagée, se figea pour ne pas le brusquer. Le félin ne paraissait ni blessé ni coincé. L'explication de sa longue immobilité se révéla évidente. Il avait trouvé là un lieu sûr pour se nourrir et se reposer, loin du tumulte. L'attention de l'équipe retomba aussitôt. Raphaël, d'un geste discret, signala qu'il fallait rebrousser chemin pour ne pas déranger l'animal plus longtemps. Avant de s'éloigner, Jeanne croisa une dernière fois le regard doré du lynx. Une étincelle sauvage, un rappel qu'elle n'avait plus à s'inquiéter inutilement. Rassurés, ils regagnèrent la vallée dans l'après-midi. Durant la descente, un des gardes forestiers annonça que de nouvelles patrouilles étaient prévues pour traquer les pièges restants. Les zones reculées, comme ces anciennes galeries, pouvaient servir de cache aux braconniers. Fort heureusement, aucune trace suspecte n'avait été repérée ce jour-là. Jeanne, libérée d'un poids, sourit intérieurement. Le lynx continuait de vivre à son rythme, sans être à la merci immédiate d'un piège cruel. De retour au centre, la nouvelle de sa surprise souterraine amusa l'équipe. On le surnomma gentiment « le fantôme des mines », saluant son habileté à choisir des repères insoupçonnés. Les semaines qui suivirent confirmèrent la bonne santé du félin. Les signaux GPS le montraient franchissant des cols de plus en plus élevés, explorant même un vallon autrefois réputé riche en mouflons. Parfois, il s'arrêtait dans des zones boisées propices à la chasse du chevreuil. Les rares fois où son itinéraire semblait se rapprocher d'une route, il bifurquait presque aussitôt, comme s'il percevait le danger que représentait la civilisation. Cette intelligence du territoire émerveillait Jeanne. Au village, quelques habitants commencèrent même à raconter qu'ils avaient entendu des feulements la nuit ou vu des traces singulières dans la neige. Bien sûr, nul ne savait s'il s'agissait de ce lynx précis, mais son histoire commençait à nourrir les conversations. Un après-midi, la température grimpa légèrement, laissant présager le dégel. À travers les montagnes, la fonte des neiges gonflait les torrents, rendant certains chemins impraticables. C'était la période où, d'ordinaire, la faune se réactivait avant le printemps. Raphaël expliqua à Jeanne que les lynx profitaient souvent de cette transition pour marquer leur territoire, laissant des empreintes odorantes sur les troncs. Peut-être que le lynx sauvait ainsi sa place dans une hiérarchie naturelle, prêt à s'imposer face à d'éventuels rivaux. L'idée d'un face-à-face entre deux félins sauvages fit frissonner Jeanne. Imaginait-elle le combat silencieux, l'affrontement de griffes dans la nuit? Elle espérait surtout que la force retrouvée de leur lynx lui permettrait de surmonter n'importe quel défi. Pourtant, malgré ce climat d'optimisme, personne ne pouvait ignorer les dangers persistants. Des bruits couraient à propos d'une nouvelle vague de braconnage, encouragée par le trafic lucratif de peaux et de trophées. Quelques bûcherons avaient mentionné des silhouettes inquiétantes, rôdant la nuit près de clairières isolées. Les gardes forestiers redoublèrent de vigilance, mais le territoire à couvrir était immense et les ressources limitées. Jeanne, impuissante, échangeait des coups de fil avec d'autres passionnés de la cause, espérant qu'un mouvement collectif se soulèverait. On parlait d'organiser un réseau d'information citoyen pour signaler toute activité suspecte, mais la mise en œuvre n'était pas évidente. Malgré ces tensions, le printemps finit par pointer le bout de son nez. Les arbres se libérèrent de leurs manteaux blancs, laissant apparaître de jeunes bourgeons. Au centre de réhabilitation, on accueillait de nouveaux pensionnaires, 2 marcassins orphelins, un hibou affaibli. Célia et Raphaël poursuivaient leur mission, planifiant aussi la libération prochaine d'un renardeau guéri.
De son côté, Jeanne, même si elle retournait parfois à sa fonction de garde forestière dans les secteurs avoisinants, ne manquait jamais de consulter les données GPS du lynx. Le voir progresser dans des zones de moins en moins accessibles renforçait sa conviction qu'il gagnait son indépendance définitive. Puis un soir, le collier cessa brusquement d'émettre. Jeanne s'en aperçut au moment d'effectuer le relevé quotidien. Depuis plusieurs heures, plus aucun signal, comme si l'appareil avait été désactivé ou arraché. Raphaël, prévenu immédiatement, entreprit différentes manipulations pour vérifier la cause. Aucun dysfonctionnement technique n'était détecté sur leur système. La dernière position enregistrée se situait sur un versant abrupt, difficilement praticable, avant que la balise ne se taise. Un frisson d'angoisse parcourut Jeanne. Avait-il brisé le collier en chassant? Ou bien quelqu'un l'avait-il capturé? L'incertitude la laissa dans un état de fébrilité extrême. Au matin, elle rassembla quelques affaires et grimpa dans son 4x4, bien décidée à se rendre sur place. Accompagnée de Raphaël et de 2 volontaires, elle se dirigea vers les coordonnées connues. La route, déjà mauvaise, était à moitié ravinée par les eaux de fonte. Ils durent terminer à pied, avançant en file indienne, chacun portant un sac de matériel. Plus ils montaient, plus Jeanne sentait son cœur se contracter. Chaque craquement de branche résonnait comme un avertissement. L'idée de découvrir une scène macabre la hantait. Elle tenta de se rassurer. Peut-être le lynx avait-il simplement arraché le collier en se frottant à un rocher, peut-être qu'il se portait à merveille, libéré de cette balise qui le gênait. Arrivés à la zone indiquée, ils inspectèrent méthodiquement le terrain, fouillant derrière les troncs, repérant les moindres empreintes. Après 1 heure de recherche, Raphaël poussa un cri. Il venait de repérer le collier, abandonné dans un repli de terre humide. L'appareil était intact mais forcé au niveau de la boucle, comme si le lynx d'un coup de patte résolu avait réussi à le détacher. Aucune trace de sang, aucun signe de lutte. Jeanne sentit son souffle se relâcher. L'animal, vraisemblablement, était parvenu à se libérer de l'entrave. Un élan de joie l'envahit. Son protégé, désormais, échappait à toute surveillance, mais il était à présent pleinement maître de son destin. Ils restèrent quelques heures supplémentaires, sondant le secteur pour s'assurer que l'animal n'était pas blessé à proximité. En vain. Aucune piste ne menait à un cadavre ou à un lynx en détresse. Tout laissait penser qu'il avait simplement écarté d'une griffe ce qui lui restait de lien matériel avec le monde humain. Jeanne, émue, passa une main sur le collier, songeant que ce geste symbolisait la fin de l'histoire écrite à 2. Malgré la déception de ne plus suivre ses déplacements, elle éprouvait un profond respect pour l'animal, qui venait de réaffirmer sa volonté farouche de vivre sans contrainte. À cet instant, elle comprit qu'elle avait accompli sa part, et qu'il fallait désormais laisser la nature poursuivre son œuvre. La découverte du collier abandonné dans cette pente rocheuse marqua pour Jeanne et ses compagnons la fin d'un chapitre. Ils redescendirent vers la vallée au crépuscule, le cœur partagé entre soulagement et un brin de nostalgie. Sur le chemin du retour, le silence dominait. Chacun repensait à la suite de l'histoire, désormais inconnue, que le lynx poursuivrait loin des yeux humains. Raphaël, le visage renfrogné par la fatigue, remercia toutefois les gardes forestiers pour leur aide. Sans leur expertise du terrain, ils n'auraient peut-être pas retrouvé la trace de l'appareil si rapidement. Jeanne, elle, songeait au courage du félin, lequel avait su se défaire de la dernière attache matérielle qui le liait à leur monde. Au village, la nouvelle se répandit vite. Le lynx avait rompu son collier. Les avis divergeaient. Certains s'en réjouissaient, estimant que cela prouvait sa grande vitalité et célébraient ce retour à la nature sauvage. D'autres, plus pragmatiques, regrettaient la perte d'une précieuse source de données pour la préservation de l'espèce. Un élu local évoqua même la possibilité de retrouver le lynx grâce à un autre moyen de localisation,
mais personne ne voulut l'envisager sérieusement. Après tout, l'idée d'immobiliser une nouvelle fois l'animal pour lui imposer un second collier semblait contraire à tout ce qu'ils avaient accompli. Les médias, qui s'étaient passionnés pour l'histoire, réclamèrent quelques images ou témoignages, mais Jeanne se montra discrète, expliquant qu'il n'y avait plus rien à dévoiler. Le lynx appartenait désormais à la forêt. Les jours passèrent, et au centre de réhabilitation, la routine reprit ses droits. Célia continuait de soigner les nouveaux arrivants. Un vieux cerf, retrouvé blessé près d'une route, était en convalescence dans un enclos provisoire. De son côté, Raphaël travaillait sur un rapport visant à renforcer la protection des zones sensibles, proposant des patrouilles régulières et des caméras thermiques. À chaque réunion, Jeanne, bien que présente, gardait un léger retrait. Son esprit errait vers ces crêtes embrumées où le lynx devait désormais survivre, seul. Elle se surprenait à vérifier malgré tout l'état du collier inerte, comme si elle espérait un ultime miracle. Puis elle se rappelait qu'aucun signal n'en sortirait plus et acceptait de relâcher ses inquiétudes. Un matin, elle reçut un appel inattendu d'un collègue garde forestier. Celui-ci avait repéré des traces suspectes à l'orée d'un bois, à plusieurs dizaines de kilomètres du lieu où l'on avait trouvé le collier. Des traces de pattes larges, avec des empreintes nettes, évoquant un lynx de belle taille. Quelques touffes de poils accrochées à l'écorce d'un tronc laissaient penser que l'animal s'était frotté là pour marquer son territoire. Tout cela pourrait n'être qu'une coïncidence, car plusieurs lynx rôdent dans la région, mais Jeanne ne put s'empêcher d'espérer qu'il s'agissait du sien. Elle se rendit sur place, scrutant chaque empreinte dans la neige, ressentant à nouveau ce frisson familier qui l'avait saisi le jour du sauvetage. La forêt, encore en sommeil hivernal, diffusait un calme trompeur. Des rayons de soleil perçaient çà et là, réchauffant la fine croûte de givre qui recouvrait le sous-bois. Jeanne, accompagnée du collègue, avança prudemment. Les traces menaient jusqu'à un promontoire surplombant un ravin. De là, on pouvait embrasser du regard une large vallée. Elle s'accroupit, observant la netteté des empreintes. Elles semblaient récentes. Leur taille lui rappela aussitôt le lynx qu'elle avait veillé et soigné tant de semaines. Un instant, elle crut même déceler son odeur caractéristique, ce mélange de musc et de fourrure fauve. Mais la prudence lui souffla de ne pas conclure trop vite. D'autres félins de la même espèce pouvaient arpenter ces bois. Pourtant, à l'examen du collègue garde forestier, un détail la troubla. Les poils arrachés sur l'écorce présentaient une nuance de couleur très similaire à ceux qu'ils avaient déjà prélevés lors du passage en clinique. Raphaël, contacté par téléphone, reconnut que la coïncidence était frappante. Rien n'était sûr à 100%, bien sûr, et il faudrait effectuer une analyse génétique pour confirmer. Mais l'idée flottait dans l'air. Le lynx réapparu ici pourrait être celui qu'ils avaient relâché, désormais installé dans un nouveau secteur. Jeanne, le cœur battant, s'autorisa un mince sourire. Si c'était vrai, cela signifiait que l'animal avait franchi une grande distance et choisi un territoire moins exposé aux braconniers, une nouvelle porteuse d'espoir. De retour au village, elle confia ses impressions à Lucie, la photographe, qui lui proposa aussitôt de l'accompagner pour tenter de saisir quelques clichés. Toute l'affaire restait délicate. Hors de question de suivre le lynx d'aussi près et de perturber son habitat. Toutefois, Lucie savait manier des objectifs à longue focale et possédait la patience nécessaire pour attendre des heures, tapie dans une cache, à écouter le moindre bruissement. Curieuse de voir si cette piste aboutirait, Jeanne accepta. Les deux femmes partirent alors tôt un matin, se dissimulant dans un coin surélevé, à bonne distance de l'endroit où les traces avaient été vues. Lucie, l'œil rivé sur son appareil, se préparait à une longue expectative. Jeanne, silencieuse, guettait chaque son, espérant que le destin les récompenserait. Les heures s'étirèrent dans un froid mordant. Le vent, par rafales, secouait les cimes, faisant crisser les branches.
De temps à autre, un chevreuil ou un lièvre passait, détournant à peine la tête vers la cabane de guet. Lucie, pour tromper la tante, échangeait à voix basse quelques souvenirs avec Jeanne. Elle évoqua la première fois qu'elle avait photographié un lynx, des années auparavant, sur une crête du Jura, un instant fugace gravé dans sa mémoire. Jeanne, elle, repensa à la découverte du puits, au contact de la fourrure du félin tremblante sous ses doigts, à cette respiration courte qui avait failli s'éteindre. À cette minute précise, elle comprit qu'elle ne souhaitait plus que le bonheur du lynx, même si cela signifiait ne jamais le revoir. Le crépuscule approchait, colorant le ciel de reflets violets. Lucie s'apprêtait à ranger son matériel lorsqu'un mouvement discret agita les broussailles en contrebas. Les deux femmes retinrent leur souffle. Une ombre s'avança, souple, le corps tendu. Lucie braqua son objectif, actionna la mise au point. À travers le viseur, elle distingua un lynx adulte, son pelage arborant de larges taches sombres. Il s'arrêta, humant l'air, les oreilles pivotant pour capter le moindre bruit. Jeanne, le cœur battant, scruta chaque détail. La posture, la nuance de la robe. Tout semblait familier. L'animal se rapprocha d'un tronc, frotta son cou, marquant ostensiblement le territoire. Puis il tourna légèrement la tête vers la cache, comme s'il percevait une présence. Le moment dura une poignée de secondes, mais il sembla à Jeanne qu'il se prolongeait à l'infini. Les yeux du lynx brillaient d'une lueur calme, indéfinissable. Ni peur ni agressivité, simplement une vigilance naturelle. Lucie, concentrée, prit quelques clichés en silence, redoutant de briser l'instant. Puis, brusquement, un souffle de vent balaya la clairière et l'animal bondit, disparaissant entre les arbres dans un silence absolu. Les deux observatrices échangèrent un regard chargé d'émotion. Sans échanger un mot, elles surent qu'elles venaient d'assister à quelque chose de rare et de profond. Jeanne, la gorge nouée, laissa son esprit vagabonder. Et si c'était vraiment lui? S'il l'avait reconnu? Ou si du moins, il avait perçu une intention non hostile? En regagnant le village, Lucie feuilleta rapidement les images sur son appareil. Les photographies montraient clairement un lynx solitaire, le flanc marqué de quelques cicatrices discrètes. Jeanne retint son souffle en identifiant une petite marque au-dessus de la cuisse arrière gauche. Cela rappelait étrangement la cicatrice soignée par le docteur Morin jadis. Bien que la résolution ne permette pas d'être formelle, son instinct lui soufflait qu'il s'agissait bien du même félin. Lucie se montra enthousiaste. Elle espérait utiliser ces clichés dans un futur reportage afin de sensibiliser le public à la fragilité de ces grands prédateurs. Jeanne, pour sa part, tenait à préserver la tranquillité de l'animal. Elles convinrent de n'en parler qu'avec prudence, sans divulguer l'emplacement exact. Au fil des jours, les rumeurs coururent que l'on avait aperçu un lynx dans les vallons reculés, parfois près des roches escarpées où nichent les chamois. Aucun fermier ne déclara de prédation particulière et les éleveurs demeuraient plutôt indifférents à cette présence discrète. Les pièges, grâce aux efforts de l'Office national de la faune, se faisaient plus rares, même si le risque zéro n'existait pas. Jeanne se laissa gagner par un optimisme mesuré, convaincue que la nature savait parfois retrouver ses équilibres lorsque l'homme s'effaçait. Elle ne chercha plus à traquer la moindre preuve. Dans son fort intérieur, elle estimait que le lien entre elle et ce lynx ne relevait plus d'aucune surveillance, mais d'une confiance mutuelle, presque sacrée. Le printemps avançait, portant avec lui de nouvelles floraisons. Les torrents charriaient l'eau claire de la fonte des neiges et la forêt prenait des teintes lumineuses. Au centre de réhabilitation, d'autres animaux reprenaient peu à peu leur liberté. Chaque libération ravivait chez Jeanne la trace de ce souvenir. Le cliquetis du sas qui s'ouvre, la course du fauve vers l'horizon, son regard en arrière.
Elle se sentait heureuse d'avoir joué un rôle, même modeste, dans la conservation d'une espèce si précieuse. Son travail quotidien retrouvait un sens plus profond, comme si le sauvetage du lynx avait éveillé en elle une conscience nouvelle. Désormais, elle se sentait prête à accompagner d'autres destinées sauvages vers la lumière. La douceur printanière s'installait. Les fleurs éclosaient dans les clairières, ajoutant des touches vives à la forêt encore imprégnée des souvenirs de l'hiver. Le vent, plus tiède, portait un chant d'oiseaux. Pour Jeanne, chaque bruissement parmi les feuillages évoquait la présence du lynx, désormais libre. Le matin, en patrouillant, elle cherchait ses empreintes dans la terre humide. Elle apercevait parfois une marque de griffe ou un peu de fourrure brun doré accrochée à l'écorce. Autant de preuves fragiles que le félin sillonnait encore ses bois. Cela suffisait à apaiser ses craintes et à lui rappeler que leur histoire, bien qu'invisible, perdurait. Au centre, la vie reprenait un rythme paisible. Des pensionnaires arrivaient avec leurs blessures, confiés aux soins attentifs de Célia. Entre bandages et injections, chacun trouvait peu à peu la voie de la guérison. Raphaël finalisait une étude sur la faune locale, citant souvent l'exemple du lynx rescapé. Malgré l'absence de nouvelles balises GPS, il restait convaincu que l'animal prospérait dans les hauteurs. Les patrouilles menées par les gardes forestiers confirmaient une baisse du braconnage, même si la vigilance demeurait. Jeanne, elle, oscillait entre soulagement et nostalgie, repensant aux nuits blanches passées à veiller le fauve affaibli. Désormais, la forêt l'avait repris. Un soir, la chaîne locale diffusa un reportage revenant sur cette histoire atypique. On y voyait Jeanne descendre dans le puits, le visage tendu par l'effort. Des plans montraient le lynx amaigri, les côtes saillantes. Puis les séquences s'attardaient sur sa rééducation progressive. Le public découvrit la patience nécessaire, les soins quotidiens, la détermination collective. Après la diffusion, de nombreux appels affluèrent pour féliciter le centre. Certains éleveurs s'ouvrirent à l'idée de protéger leurs troupeaux sans nuire aux prédateurs. Une brèche s'était formée dans les mentalités. Jeanne, malgré sa timidité, en ressortit fière, convaincue que ce récit touchait un point sensible. Au fil des semaines, les initiatives se multiplièrent. Des bénévoles sillonnaient les forêts, détruisant les pièges à mâchoires oubliées. Les rumeurs d'activités illégales circulaient encore, mais la réprobation publique grandissait. Raphaël coordonnait ses opérations avec l'Office national de la faune, veillant à ce que la législation soit appliquée. Célia proposait des ateliers de sensibilisation dans les écoles, expliquant aux enfants l'importance des grands carnivores dans l'équilibre écologique. Jeanne, elle, profitait de ces rondes pour vérifier que d'autres puits abandonnés ne menaçaient pas la faune. À chaque creux suspect, elle notifiait les autorités, consciente que le moindre piège pouvait briser une vie. Les saisons avancèrent, jusqu'aux premières chaleurs estivales. Les sous-bois fleurissaient de campanules et de fougères, formant un tapis verdoyant. Jeanne, chargée d'un recensement, explorait des sentiers escarpés. À plusieurs reprises, elle repéra dans la boue des empreintes de félins. Peut-être un autre lynx, ou le même silencieux seigneur revenu. Elle s'autorisait à y croire. Lorsqu'elle rentrait au village, elle partageait ses trouvailles avec Lucie, la photographe, qui rêvait de capturer un cliché nocturne. Ensemble, elles planifièrent des affûts, espérant surprendre le fauve à la tombée du jour. Le mystère attisait leur passion. L'histoire n'était pas close, elle se réinventait. Un après-midi, un jeune stagiaire du centre, émerveillé par le récit du puits, confia à Jeanne son ambition de devenir garde forestier. Il voulait protéger ces animaux rares, donner un sens à ses études. Son enthousiasme toucha Jeanne, qui lui offrit un livre sur la faune alpine. Elle-même avait découvert sa vocation. En lisant enfant,
des témoignages sur les lynx réintroduits. Voir cette flamme se transmettre la réconfortait. En fin de journée, ils discutèrent longuement des défis à venir, la cohabitation avec les villages, la déforestation, les changements climatiques. Pourtant, l'exemple du lynx sauvé témoigna d'une confiance nouvelle dans l'avenir. Un soir, Lucie posta discrètement une caméra automatique à l'orée d'un bois réputé pour ses passages de gibier. Plusieurs nuits de suite, l'objectif resta vide. Puis, au lever d'une aurore brumeuse, un lynx apparut dans le champ, scrutant la lande comme s'il en était le gardien. Les images, floues mais reconnaissables, montrèrent un pelage clairsemé de taches noires et une démarche souple. Lucie, en découvrant la séquence, appela immédiatement Jeanne. La garde forestière, le souffle court, contempla la vidéo en silence. Rien ne prouvait formellement qu'il s'agissait du même individu, mais dans son cœur, elle le reconnut. Un frisson l'envahit. Ce frisson, c'était celui de la gratitude envers la nature, capable de réparer ses blessures si on lui en donne la chance. Dans le regard du lynx, Jeanne vit une fierté intacte. Nulle trace de servitude passée, aucune rancœur envers l'humanité, juste une souveraineté discrète. Elle ressentit alors la force du message que cet animal portait malgré lui, s'évader d'un puits pour redevenir maître de son destin. Depuis lors, l'espoir grandit que d'autres félins pourraient renaître ainsi, soutenus par la vigilance humaine quand elle se fait bienveillante. À chaque pas, l'harmonie se réinventait, instable mais résolument possible. Les patrouilles reprirent à l'approche de l'automne, car la saison de la chasse commençait. Pour prévenir tout incident, Raphaël organisa une formation auprès des chasseurs volontaires, rappelant la législation sur les espèces protégées et la nécessité de respecter la faune locale. À la surprise générale, plusieurs chasseurs exprimèrent de la curiosité, voire de la bienveillance envers les lynx. Jeanne assista à ces échanges, émue de voir que le dialogue supplantait la méfiance, comme si, grâce à l'aventure du puits, un pont s'était bâti entre deux univers. Les jours se raccourcissaient, mais la lumière dans les cœurs semblait plus vive. Au terme de cette année riche en rebondissements, Jeanne comprit que l'histoire du lynx ne se résumait pas à une simple rémission médicale. Elle avait tissé un lien collectif, réveillant l'âme solidaire d'un village tout entier. Désormais, chaque craquement de branche, chaque empreinte évoquait la présence discrète du fauve miraculé. Les collines redevenaient un refuge pour l'animal et un lieu d'émerveillement pour l'homme. En fermant les yeux, Jeanne revoyait cet instant suspendu, le regard doré du lynx au fond du puits. L'avoir sauvé, c'était redonner à la nature une chance de triompher, et à l'humanité la fierté de la préserver.